Chi tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il essaya désespérément de réveiller sa mère, secouant mentalement son corps paralysé, mais ses membres refusaient obstinément de lui obéir. La sirène, majestueuse et terrifiante à la fois, leva sa main pâle et lumineuse, lui faisant signe d'approcher d'un geste lent et hypnotique. Chi tremblait de tout son être, chaque muscle de son petit corps secoué de spasmes incontrôlables. Ses dents claquaient violemment de terreur, produisant un son sec et répétitif dans le silence oppressant de la nuit. Ses jambes, comme possédées par une force invisible et irrésistible, se mirent en mouvement toutes seules, le forçant à se lever lentement, centimètre par centimètre. Il tourna la tête vers sa mère qui dormait paisiblement à côté de lui, la bouche légèrement entr'ouverte, produisant de doux ronflements réguliers, complètement inconsciente du cauchemar qui se déroulait à quelques pas d'elle. « Maman, aide-moi, je t'en supplie, réveille-toi !» tenta désespérément de crier Shady dans son esprit, mais aucun mot, aucun son, aucun murmure ne franchit ses lèvres tremblantes. Sa gorge était comme scellée, sa voix prisonnière d'un sortilège invisible. Dans un petit village poussiéreux perdu quelque part au cœur de l'Afrique, où les traditions ancestrales se mêlaient encore étroitement à la vie quotidienne, Shidi, un garçon vif et espiègle âgé de 10 ans à peine, vivait avec sa mère dans une modeste maison de terre séchée. Les murs de leur humble demeure étaient en fait d'argile rouge mélangée à de la paille, et le toit de tôle ondulé rouillé par les pluies successives cliquetait doucement au moindre souffle de vent. Leur cour était petite, entourée d'une clôture basse faite de branches entrelacées, et quelques poules maigres y picoraient constamment à la recherche de grains égarés dans la poussière ocre qui recouvrait tout. Plus que tout au monde, plus que manger, plus que dormir, plus que n'importe quelle autre activité, Shady adorait jouer au football. C'était sa passion dévorante, son rêve éveillé, son échappatoire face aux difficultés quotidiennes de la vie dans ce village oublié du reste du monde. Chaque soir, invariablement, quand le soleil africain commençait à décliner lentement vers l'horizon dans une explosion de couleurs orangées et rouges, quand la chaleur écrasante de la journée cédait enfin la place à une brise fraîche et bienvenue qui soulevait de petits tourbillons de poussière, Shady et ses amis d'enfance se rassemblaient sur la place centrale du village. C'était leur terrain sacré, leur stade improvisé. Leur ballon n'était pas un vrai ballon acheté dans un magasin. Un tel luxe était impensable pour ces enfants. Non, c'était une création ingénieuse, fabriquée à partir de vieux sacs en plastique soigneusement rassemblés, compressés et tassés ensemble, puis attachés fermement avec des morceaux de corde récupérés ici et là. Ce ballon de fortune était léger, rebondissait de façon imprévisible et se dégonflait souvent, nécessitant des réparations constantes. Mais pour ces enfants, c'était leur trésor, leur porte vers l'imagination et l'aventure. Ils criaient à tue-tête, leur voix aiguë résonnant dans l'air du soir, riaient aux éclats en se poursuivant, couraient dans tous les sens en soulevant des nuages de poussière rouge qui collaient à leur peau luisante de sueur. Et dans ces moments magiques, ils oubliaient complètement combien la vie était difficile dans leur village. Ils oubliaient la faim qui parfois tiraillait leur ventre, oubliaient l'école délabrée avec son unique maître souvent absent, oubliaient les corvées interminables qui les attendaient à la maison. Le football était leur royaume, leur liberté, mais il y avait un problème récurrent, une source constante de frustration pour le jeune Shady. Sa mère, une femme travailleuse et stricte qui portait tout le poids de leur survie sur ses épaules depuis que le père de Shady était parti chercher du travail en ville des années auparavant sans jamais revenir, l'appelait toujours avant qu'il ne puisse partir jouer avec ses amis. C'était devenu un rituel quotidien redouté. « Shay, viens immédiatement chercher de l'eau à la rivière avant d'aller jouer !» criait-elle invariablement d'une voix forte et autoritaire qui ne tolérait aucune désobéissance, tout en resserrant son pagne coloré autour de sa taille fine pendant qu'elle se préparait à cuisiner le repas du soir sur les 3 pierres noircies qui servaient de foyer. Judy, comme l'appelaient parfois ses camarades, n'aimait pas cela du tout. Cette corvée quotidienne était son cauchemar. Il devait d'abord marcher jusqu'à la rivière qui se trouvait à la lisière du village, un trajet d'au moins 20 minutes sous le soleil encore chaud, portant son petit jerrycan jaune décoloré et bosselé par l'usage. Une fois arrivé là-bas, il devait patiemment faire la queue avec les autres enfants du village, tous venus accomplir la même tâche pour leurs familles respectives. La file d'attente était souvent longue, surtout en fin d'après-midi, et les enfants bavardaient, se chamaillaient ou jouaient à des jeux d'attente pour tromper l'ennui.
Quand venait enfin son tour, Chidi devait se pencher sur la berge glissante, plonger son jerrycan dans l'eau fraîche de la rivière, attendre qu'il se remplisse complètement en regardant les petits poissons argentés qui parfois s'approchaient curieusement, puis le refermer soigneusement. Venait ensuite la partie la plus difficile, le voyage de retour. Il devait marcher lentement et prudemment vers la maison, le jerrycan maintenant lourd et débordant légèrement à chaque pas posé sur sa petite tête grâce au coussin de tissu roulé que sa mère lui avait confectionné. L'eau fraîche coulait parfois le long de son cou et de son dos, trempant sa chemise usée. Ses bras levés pour maintenir l'équilibre du jerrycan tremblaient sous l'effort, ses jambes maigres vacillaient sous le poids et son cou se raidissait douloureusement. À chaque pierre sur le chemin, à chaque légère pente, il devait redoubler de prudence pour ne pas renverser l'eau précieuse qu'il avait mise tant d'efforts à collecter. Car s'il renversait ne serait-ce qu'une partie significative, sa mère le renverrait immédiatement à la rivière, et cela signifierait manquer complètement le match de football. Par le temps qu'il finissait enfin cette longue corvée, déposant le jerrycan près de la cuisine avec un soupir de soulagement, se massant le cou endolori et s'essuyant le front trempé de sueur, ses amis avaient déjà commencé à jouer sur la place du village. Les cris joyeux et les rires parvenèrent jusqu'à lui, torture supplémentaire. Parfois, quand il arrivait vraiment trop tard, il ratait complètement les meilleurs moments du match. Ses buts spectaculaires, ses dribbles extraordinaires, ses passes décisives dont tout le monde parlerait le lendemain et dont il aurait été exclu, condamné à écouter les récits enthousiastes de ses camarades sans avoir pu y participer. Cette injustice, cette frustration récurrente le rongeait. Il regardait envieusement ses amis, qui, eux, semblaient libres de jouer sans contrainte, sans corvée qui les retenait. Bien sûr, tous avaient leur propre tâche à accomplir, mais aucune ne semblait aussi chronophage et épuisante que la sienne. Alors, dans son jeune esprit inventif et quelque peu insouciant, Chedi échafauda un plan qui lui semblait brillant, une solution parfaite à son problème récurrent. L'idée lui était venue un matin, alors qu'il était allongé sur la natte où il dormait, écoutant les bruits du village qui s'éveillaient, les coqs qui chantaient, les femmes qui balayaient leur cour, les bébés qui pleuraient. Si je vais chercher de l'eau dans l'après-midi, quand maman cuisine ou fait la sieste, elle ne me dérangera pas quand je voudrais partir jouer au football en fin de journée, se murmura-t-il à lui-même en souriant, satisfait de son ingéniosité. Il imaginait déjà la scène. Lui, arrivant tôt sur la place du village, étant parmi les premiers à choisir son équipe, marquant le premier but sous les acclamations de ses amis. C'est un plan parfait, pensa-t-il en se levant d'un bond, plein d'une nouvelle énergie. Pour tester sa théorie, il passa la matinée à observer sa mère. Elle pétrissait la pâte pour faire des beignets qu'elle vendrait au bord de la route, balayait méticuleusement la cour, lavait les vêtements dans une grande bassine en fer-blanc, étendait le linge sur les buissons pour le faire sécher au soleil. Vers midi, après avoir mangé un peu de bouilli de maïs, elle s'allongeait généralement pour une courte sieste réparatrice, épuisée par ses activités matinales. C'est le moment parfait, pensa Chidi, son cœur battant d'excitation à l'idée de son plan astucieux. Il sortit dans la cour ensoleillée, donna quelques coups de pied à une petite pierre ronde qu'il faisait rebondir habilement d'un pied à l'autre, perfectionnant ses dribbles imaginaires, visualisant les buts qu'il marquerait le soir même sans être en retard. Mais il y avait un problème sérieux avec ce plan apparemment ingénieux, un détail crucial que Chidi, dans son enthousiasme juvénile, choisissait délibérément d'ignorer, repoussant au fond de son esprit cette petite voix qui lui murmurait d'être prudent. Les anciens du village, ces hommes et ces femmes, aux visages ridés par le soleil et l'âge, aux yeux qui avaient vu tant de choses au cours de leur longue existence, avaient averti les enfants à maintes reprises, lors de réunions sous le grand baobab, près du feu le soir, ou simplement en les croisant sur les chemins poussiéreux. Leurs avertissements étaient toujours les mêmes, prononcés avec une gravité qui n'admettait aucune plaisanterie. N'allez jamais, au grand jamais, à la rivière dans le chaud après-midi, quand le soleil est à son zénith dans le ciel. Leur voix tremblait légèrement quand ils parlaient de cela, et leurs regards se faisaient distants, comme s'ils revoyaient des événements troublants du passé. Les anciens disaient que des choses étranges, inexplicables, surnaturelles se produisaient à la rivière quand le soleil était haut dans le ciel, tapant de toute sa force sur la terre assoiffée. Ils affirmaient, avec une conviction qui ne faisait aucun doute sur leur sincérité, que la rivière était vivante, qu'elle avait sa propre conscience, sa propre volonté. Ils racontaient que des esprits ancestraux, des créatures de l'eau,
Des êtres appartenant à un monde parallèle, invisible aux yeux ordinaires, sortaient de leurs demeures aquatiques pour jouer, danser et parfois pour chasser. Ces esprits sont capricieux, expliquait le doyen du village, un homme centenaire au regard encore perçant. Ils n'aiment pas être dérangés pendant leurs heures sacrées. Les anciens poursuivaient leur récit troublant en affirmant que quiconque était assez insensé ou téméraire pour se rendre à la rivière durant ces heures interdites ramènerait quelque chose chez lui, une malédiction, une possession, un attachement spirituel, quelque chose d'invisible mais de tangible qui ne le quitterait jamais, qui s'accrocherait à son âme comme une ombre persistante. Il racontait des histoires terrifiantes de gens du village ou de villages voisins qui avaient ignoré cet avertissement dans le passé. Il y avait eu ce jeune homme qui était revenu de la rivière en plein après-midi et qui, depuis ce jour, voyait des choses que personne d'autre ne pouvait voir, des silhouettes qui l'appelaient dans la nuit. Il y avait eu cette fillette qui était devenue muette après avoir bu l'eau de la rivière à midi, ne retrouvant sa voix que des mois plus tard, transformée, parlant parfois dans une langue inconnue. Il y avait eu cet homme qui était devenu fou, parlant constamment à des présences invisibles, riant sans raison, pleurant sans cause. Ces histoires étaient racontées et racontées encore, transmises de génération en génération, embellies peut-être avec le temps, mais conservant toujours ce noyau de vérité qui faisait frissonner les auditeurs. Les parents les répétaient à leurs enfants comme des mises en garde solennelles. Les grands-mères les chuchotaient aux petits-enfants blottis contre elles le soir. Les anciens les proclamaient lors des cérémonies villageoises. Mais Chidi, malgré toutes ces mises en garde répétées, malgré les histoires effrayantes qu'il avait entendues depuis sa plus tendre enfance, était têtu. C'était un trait de caractère qu'il tenait peut-être de son père disparu, cette obstination, cette confiance excessive en soi, cette conviction que les règles s'appliquaient aux autres, mais pas nécessairement à lui. Il était jeune, il se sentait invincible, immortel comme seuls les enfants peuvent se sentir. Les avertissements des anciens lui semblaient être des superstitions de vieilles personnes, des histoires exagérées destinées à effrayer les enfants pour qu'ils obéissent. « Ça n'arrivera pas », se répétait-il pour se convaincre. « Ce ne sont que des histoires. La rivière est juste de l'eau. Il n'y a rien de magique là-dedans. Je vais juste aller chercher de l'eau rapidement et revenir. Personne ne le saura même. » Il repoussait fermement toute appréhension, tout doute qui tentait de s'infiltrer dans son esprit déterminé. Cet après-midi fatidique, alors que le soleil brillait comme un brasier impitoyable dans le ciel sans nuages, transformant la terre en four, faisant onduler l'air au-dessus du sol surchauffé en vagues de chaleur visibles, la mère de Chid était à l'intérieur de leur petite maison, occupée à faire cuire des morceaux d'igname pour le déjeuner. La fumée s'échappait par la porte et la petite fenêtre, portant l'odeur réconfortante de la nourriture en préparation. Chiti, son cœur battant d'anticipation mêlé d'une légère nervosité qu'il s'efforçait d'ignorer, ramassa discrètement son petit jerrycan jaune familier. Il se déplaçait sur la pointe des pieds, se faisant aussi silencieux et léger qu'un chat, jetant constamment des regards furtifs vers la porte de la maison pour s'assurer que sa mère ne le voyait pas. Chaque petit bruit le faisait sursauter. Le craquement d'une branche sèche sous son pied, le grincement du portail de la cour, le caquettement d'une poule surprise. Le sable était brûlant sous ses pieds, nus habitués, la chaleur montant à travers la plante de ses pieds, mais il s'en moquait complètement. Une seule pensée occupait entièrement son esprit. Il voulait jouer au football ce soir-là, dès que le soleil commencerait à descendre, sans aucune interruption, sans ce retard habituel, sans arriver en retard et manquer les meilleurs moments. Il imaginait déjà les regards admiratifs de ses amis quand il arriverait tôt, la première sélection dans l'équipe, les buts qu'il marquerait. Le village était étrangement silencieux à cette heure de l'après-midi, comme plongé dans une torpeur provoquée par la chaleur accablante. La plupart des gens avaient trouvé refuge à l'ombre épaisse des grands arbres, les manguiers, les acacias, les baobabs, pour échapper à la morsure impitoyable du soleil. Certains dormaient allongés sur des nattes, des chapeaux sur le visage. D'autres conversaient à voix basse, économisant leur énergie. Les artisans avaient cessé leur travail, les outils posés à côté d'eux. Même les enfants habituellement bruyants et énergiques s'étaient réfugiés à l'intérieur des maisons ou sous les vérandas. Les chèvres, ces animaux habituellement actifs et curieux, étaient couchés dans le sable à l'ombre de tout ce qui pouvait leur offrir un peu de fraîcheur, mâchonnant paresseusement, leurs yeux mi-clos.
Les poules s'étaient réfugiées sous les bancs en bois disposés devant les maisons, sous les charrettes abandonnées, cherchant désespérément un peu d'ombre, le bec ouvert, haletant dans la chaleur. Même les chiens errants qui d'habitude couraient partout étaient affalés quelque part, la langue pendante, cherchant vainement un peu de fraîcheur. Shady marchait d'un pas décidé à travers le village désert et silencieux, son jerrycan se balançant au bout de son bras. Il passa devant les maisons alignées avec leurs murs de terre craquelés par le soleil, devant le vieux puits communal qui s'était asséché l'année précédente lors de la grande sécheresse et qui n'était plus maintenant qu'un trou béant et inutile où s'accumulaient les ordures, devant le grand manguier centenaire près de l'école délabrée dont les murs de béton s'effritaient et où quelques enfants jouaient occasionnellement à l'ombre. Il se dirigeait d'un pas déterminé vers la rivière qui coulait à la limite orientale du village, là où les dernières habitations cédaient la place à la brousse sauvage. C'était la source de vie du village, l'endroit où tout le monde venait chercher l'eau pour boire, cuisiner, se laver. Sans cette rivière, le village ne pourrait pas exister. En entrant dans l'étroit sentier sinueux qui serpentait à travers la brousse dense et menait à la rivière, Shady entendit les sons familiers de la nature africaine, les chants mélodieux et variés des oiseaux cachés dans le feuillage épais des arbres, le bourdonnement incessant des insectes qui vibraient dans l'air chaud et immobile, le bruissement occasionnel des feuilles mortes quand un lézard ou un petit rongeur détalait à son approche. Mais malgré ces bruits qui auraient pu sembler inquiétants dans la solitude du chemin, il ne ressentait aucune peur particulière. Son esprit était ailleurs, totalement absorbé par des pensées plaisantes et excitantes. Il visualisait mentalement les buts spectaculaires qu'il marquerait plus tard dans la soirée avec ses amis, imaginait comment ils applaudiraient frénétiquement pour lui, crieraient son nom avec admiration et respect, l'appelleraient champion et le roi du football. Il se voyait déjà dribblant habilement tous les défenseurs, shootant avec puissance et précision, le ballon filant comme une flèche vers le but improvisé marqué par 2 pierres. Il entendait déjà les acclamations. Bientôt, après quelques minutes de marche à travers le sentier de plus en plus étroit où les branches basses des arbustes lui griffaient parfois les bras et les jambes, Shady atteignit enfin la rivière. La végétation s'ouvrit soudainement, révélant le cours d'eau. La rivière était absolument magnifique, d'une beauté à couper le souffle qui fit momentanément oublier à Shady le but de sa visite clandestine. L'eau était extraordinairement claire et limpide, si transparente qu'il pouvait facilement distinguer les pierres lisses et rondes tapissant le fond, poliées par des années et des années de courant incessant. Des petits poissons argentés nageaient gracieusement en formation serrée, changeant brusquement de direction tous ensemble comme s'ils obéissaient à un signal invisible. La surface de l'eau scintillait sous les rayons du soleil de midi, créant des milliers de points lumineux dansants, et on aurait vraiment dit que le ciel lui-même, avec toutes ses nuances de bleu profond, était tombé et s'était dissous dans la rivière. Les arbres majestueux qui bordèrent la rivière des 2 côtés étaient immenses et anciens, leurs troncs épais témoignant de décennies d'existence. Leurs branches longues et noueuses, couvertes d'un feuillage luxuriant d'un vert intense, s'étendaient largement au-dessus de l'eau, se rejoignant presque au milieu du cours d'eau pour former une voûte naturelle. Elles touchaient délicatement la surface de l'eau par endroits, et leurs feuilles frémissaient dans la légère brise qui soufflait le long de la rivière, créant des ombres mouvantes et dansantes qui jouaient sur l'eau en motifs hypnotiques et changeants. L'endroit dégageait une atmosphère particulière, presque magique, un sentiment de paix profonde, mêlé à quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'ancien et de mystérieux qui flottait dans l'air comme un parfum subtil. C'était comme si cet endroit existait légèrement, en dehors du temps normal, dans une dimension parallèle où les lois ordinaires ne s'appliquaient pas tout à fait de la même manière. Shi, son appréhension initiale complètement évanouie face à cette beauté naturelle, posa son jerrycan jaune sur la berge herbeuse et se pencha en avant, tendant les mains vers l'eau fraîche et invitante qui scintillait devant lui. Il allait plonger son récipient dans l'eau quand quelque chose d'étrange se produisit. Soudainement, sans avertissement, il entendit un son. Ce n'était pas un son ordinaire comme ceux qu'il entendait habituellement près de la rivière, pas le clapotis de l'eau, pas le chant des oiseaux, pas le bruissement des feuilles. Non, c'était un son complètement différent, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. C'était doux, mélodieux, envoûtant, comme un chant, mais pas tout à fait humain. La mélodie était étrange, composée de notes qui semblaient glisser et onduler comme l'eau elle-même, montant,
et descendant de façon hypnotique. Le cœur de Chidi commença à battre plus fort dans sa poitrine. Un pressentiment inexplicable s'emparant soudainement de lui. Lentement, très lentement, avec une appréhension croissante, il leva la tête et regarda de l'autre côté de la rivière, plissant les yeux pour mieux voir à travers la lumière aveuglante qui se reflétait sur l'eau. Ce qu'il vit faillit arrêter son cœur net dans sa poitrine. Là, exactement au milieu de la rivière, là où l'eau était probablement la plus profonde, se trouvait une créature. Non, une femme. Non, quelque chose entre les deux. Quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant à la fois. Elle dansait dans l'eau avec une grâce surnaturelle, ses mouvements fluides et ondulants comme les vagues elles-mêmes. Elle ne ressemblait à aucune femme que Chiti avait jamais vue dans son village ou dans n'importe quel village voisin qu'il avait visité. Sa beauté était d'un autre monde, presque douloureuse à regarder tant elle était intense et parfaite. Ses cheveux étaient extraordinairement longs, descendant bien en dessous de sa taille, d'un noir profond et absolu comme la nuit sans lune, et il brillait d'un éclat étrange et surnaturel qui ne semblait pas provenir de la simple réflexion de la lumière du soleil. Ses cheveux flottaient et ondulaient sur la surface de l'eau comme de la soie vivante, se déployant autour d'elle en motifs complexes et changeants, ayant apparemment leur propre vie indépendante. Sa peau avait une qualité lumineuse particulière. Elle semblait rayonner d'une lumière intérieure douce, créant une aura éthérée autour de sa silhouette. Ce n'était pas simplement une peau lisse et belle, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui défiait toute description normale. Elle portait quelque chose d'indescriptible autour de son corps élancé, un vêtement, si on pouvait l'appeler ainsi, qui semblait être fait de lumière pure et de couleur liquide. Cela ressemblait à un arc-en-ciel capturé et transformé en tissu, scintillant et changeant constamment de teinte, passant du bleu profond au vert émeraude, puis au violet royal, à l'orange lumineux, au rose délicat, revenant au bleu dans un cycle infini et hypnotisant. Elle tournait lentement sur elle-même dans l'eau, ses bras gracieux levés au-dessus de sa tête, puis s'abaissant en mouvements circulaires élégants, dansant avec une précision chorégraphique parfaite, comme si elle exécutait un rituel ancien et sacré. Elle éclaboussait doucement l'eau avec ses mains délicates, créant des gerbes de gouttelettes qui attrapaient de la lumière et formèrent des arcs-en-ciel miniatures dans l'air avant de retomber en pluie scintillante. Son chant doux et étrange emplissait entièrement l'air autour de la rivière, résonnant bizarrement, semblant provenir de partout et de nulle part à la fois, s'infiltrant dans les oreilles de Chiti, dans son esprit, dans son âme même. Les paroles, si c'étaient des paroles, étaient dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, des sons qui n'appartenaient à aucune des langues qu'il connaissait. Chiti était complètement paralysé, incapable du moindre mouvement. Il ne pouvait même pas cligner des yeux. Ses yeux étaient écarquillés au maximum, fixant la scène incroyable qui se déroulait devant lui, et sa bouche était grande ouverte dans une expression de stupéfaction absolue. Un froid glacial l'envahit soudainement de la tête aux pieds, faisant se dresser tous les petits poils sur ses bras et sa nuque, même si objectivement le soleil de midi était encore brûlant sur son dos et sa tête. Puis, Judy vit quelque chose qui transforma sa stupéfaction en véritable terreur pure. En observant plus attentivement la danseuse mystérieuse, son regard descendit vers la partie inférieure de son corps, et c'est là qu'il le vit, quelque chose qui confirma ses pires craintes, quelque chose qui rendait cette situation non seulement étrange, mais véritablement surnaturelle. La femme n'avait pas de jambes. À la place de jambes humaines normales, elle possédait une longue queue de poisson magnifique et terrifiante. Cette queue était couverte d'écailles brillantes qui scintillaient et miroitaient dans l'eau avec toutes les couleurs imaginables. Argent, or, bleu, vert, violet, changeant et s'iridescent à chaque mouvement. La queue était puissante et gracieuse, ondulant et se balançant dans l'eau avec des mouvements fluides et hypnotiques, créant de petites vagues et des remous qui s'étendaient en cercles concentriques à la surface de l'eau. La grand-mère de Chedi, une vieille femme sage qui connaissait toutes les histoires et légendes traditionnelles, lui avait raconté à de nombreuses reprises des histoires fascinantes et effrayantes sur les esprits de la rivière et les sirènes qui vivaient cachés dans les profondeurs des eaux, dans des royaumes sous-marins invisibles aux yeux des mortels ordinaires. Elle décrivait ces créatures avec des détails vivants, mi-femme, mi-poisson, d'une beauté enchanteresse mais dangereuse, capable de séduire les humains imprudents
et de les entraîner dans les profondeurs pour ne jamais les revoir. Mais Chidi, avec le scepticisme caractéristique de la jeunesse moderne, n'avait jamais vraiment cru à ces histoires. Il les avait écoutées avec plaisir, comme on écoute des contes de fées divertissants, mais dans son esprit rationnel, il les avait toujours classées comme de simples superstitions, des inventions destinées à effrayer les enfants et à les maintenir dans la ligne, rien de plus. Il avait pensé que c'était juste des légendes anciennes, des mythes transmis de génération en génération mais sans aucun fondement dans la réalité. Maintenant, cependant, en cet instant précis et terrifiant, il en voyait une de ses propres yeux, réelle et tangible, dansant et chantant juste là devant lui, dans la rivière claire. Ce n'était pas une histoire, pas un rêve, pas une hallucination provoquée par la chaleur. C'était réel. Les sirènes existaient vraiment. Les anciens avaient raison depuis le début. « C'est une sirène », murmura Chidi pour lui-même dans un souffle à peine audible, sa voix tremblante de terreur pure. « C'est vraiment une sirène. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi suis-je venu ici ?» Son corps entier tremblait maintenant de façon incontrôlable, ses jambes flageolaient sous lui comme si elles allaient céder à tout moment. L'instinct de survie le plus primitif hurlait dans son esprit. « Cours! Fuis! Pars d'ici immédiatement !» Mais paradoxalement, il ne pouvait pas bouger. C'était comme si ses pieds avaient pris racine dans le sol. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, mais ne fut probablement que quelques secondes, il réussit à briser sa paralysie partielle. Se déplaçant aussi rapidement et silencieusement que possible, il se précipita derrière un grand arbre épais près de la berge, pressant son petit corps contre l'écorce rugueuse, essayant de se faire aussi petit et invisible que possible. Son cœur battait si fort et si vite dans sa poitrine qu'il était certain que la créature pourrait l'entendre. Chaque battement résonnait dans ses oreilles comme un tambour. Sa respiration était rapide et saccadée, et il dut se forcer à respirer plus lentement et plus silencieusement pour ne pas se trahir. Prudemment, avec une lenteur infinie, il risqua un œil de côté, épiant depuis derrière le tronc protecteur pour continuer à observer la créature magnifique mais terrifiante. Il savait qu'il devrait fuir, partir immédiatement, mais une partie de lui, peut-être la curiosité, peut-être une fascination morbide, peut-être l'enchantement même que ces créatures étaient censées exercer, le retenait là, le forçant à continuer à regarder malgré sa peur. Il voulait désespérément courir, chaque fibre de son être rationnel lui criait de s'enfuir aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Mais ses jambes semblaient avoir perdu toute leur force, elles se sentaient comme du bois mort, lourdes et inutiles. Ses muscles refusaient de lui obéir, paralysés par un mélange de peur pure et de fascination hypnotique. La sirène, complètement inconsciente d'être observée, ou du moins le semblait-il, continua sa danse envoûtante et son chant mélodieux. Elle tournait et virevoltait dans l'eau avec une grâce surnaturelle, plongeant parfois complètement sous la surface pour réapparaître quelques mètres plus loin dans une gerbe d'éclaboussures scintillantes, éclaboussant l'eau avec ses mains et sa queue comme si elle jouait joyeusement avec la rivière elle-même, comme si l'eau était une extension de son propre corps. Son chant continuait, montant et descendant en mélodies complexes et envoûtantes qui semblaient avoir un effet presque hypnotique. Chidi sentait sa volonté faiblir en l'écoutant, sentait une partie de lui qui voulait sortir de sa cachette, s'approcher de la créature, entrer dans l'eau et la rejoindre dans sa danse. Il dut secouer violemment la tête pour dissiper cette pensée dangereuse et irrationnelle. Les minutes passaient, combien exactement, Chidi ne pouvait le dire. Le temps semblait s'être arrêté, ou du moins ralenti considérablement. Il restait figé derrière son arbre, à moitié caché, observant avec un mélange de terreur et d'émerveillement cette créature mythologique qui dansait dans l'eau de la rivière de son village. Puis quelque chose changea. L'atmosphère se modifia subtilement mais distinctement. La sirène soudainement, sans avertissement, cessa complètement de danser. Ses mouvements gracieux s'arrêtèrent net, et elle resta immobile dans l'eau, flottant sans effort. Le silence soudain après son chant continu était presque assourdissant, oppressant. Même les oiseaux dans les arbres semblaient s'être tus, comme si toute la nature retenait son souffle. Puis, lentement, avec une délibération qui fit glacer le sang de Chidi dans ses veines, elle tourna sa tête vers la berge. Ses yeux brillants et étranges, d'une couleur qui n'existait pas vraiment, quelque chose entre le bleu, le vert et l'argent, se fixèrent directement, sans erreur possible,
sur l'endroit exact où Chitty se cachait derrière l'arbre. Elle le regardait. Elle savait qu'il était là. Peut-être l'avait-elle su depuis le début, depuis le moment même où il était arrivé à la rivière. Peut-être que toute cette danse n'avait été qu'une performance pour lui, un spectacle destiné à l'attirer, à le captiver, à le piéger. Ses lèvres parfaites se courbèrent lentement en un petit sourire. Un sourire qui aurait pu être interprété comme amical, mais qui, dans ce contexte et avec ses yeux étranges, était absolument terrifiant. C'était un sourire qui disait « Je te vois, je t'ai toujours vu, tu ne peux pas te cacher de moi ». C'était un sourire entendu, complice, celui de quelqu'un qui a piégé sa proie et le sait. C'est à ce moment précis, quand leurs regards se rencontrèrent, les yeux surnaturels et brillants de la sirène fixant les yeux écarquillés et terrifiés du garçon, que les jambes de Chit décidèrent enfin de lui obéir à nouveau. L'adrénaline explosa dans son système comme une bombe. Toute la paralysie qu'il avait retenue disparut instantanément, remplacée par une énergie pure de survie. Il bondit littéralement de derrière l'arbre comme s'il avait été éjecté par un ressort et se mit à courir. Il courut comme il n'avait jamais couru de sa vie, même pas lors de ses meilleurs matchs de football. Ses petits pieds martelaient le sol avec une vitesse et une énergie née de la terreur pure. Il courut à travers le sentier étroit de la brousse, ne prenant même pas la peine de suivre le chemin sinueux, coupant droit à travers la végétation, ne se souciant pas des branches qui le griffaient, des épines qui déchiraient en sa chemise et éraflaient en sa peau. Son jerrycan jaune resta abandonné sur la berge de la rivière, renversé sur le côté, complètement oublié. À cet instant, il aurait abandonné n'importe quoi, ses vêtements, ses chaussures, s'il en avait eu, tout ce qu'il possédait, juste pour s'éloigner de cet endroit maudit. Les arbres et les buissons fouettaient son visage et ses bras nus, laissant des griffures rouges et douloureuses, mais il ne sentait rien ou s'en fichait complètement. Les ronces s'accrochaient à ses vêtements, essayant de le retenir, mais il les arrachait brutalement et continuait. Ses poumons brûlaient, cherchant désespérément de l'air. Sa gorge était sèche et douloureuse, mais il ne ralentit pas une seule seconde. Ses petits pieds frappaient le sol avec des bruits sourds et répétitifs. Thump, 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 créant un rythme frénétique et régulier. La poussière s'élevait derrière lui en nuages. Il trébucha plusieurs fois sur des racines et des pierres cachées, manquant de tomber à plusieurs reprises, mais réussit à garder son équilibre et à continuer sa course folle. Il ne regardait pas en arrière. Il n'osait pas regarder en arrière. Une partie primitive de son cerveau lui hurlait que s'il se retournait, il pourrait voir la sirène sortant de l'eau, le poursuivant sur la terre ferme, et cette image était trop terrifiante pour même l'envisager. Alors il gardait les yeux fixés droit devant, concentré uniquement sur la course, sur la survie, sur l'atteinte de la sécurité du village. Tout ce qu'il voulait, tout ce qui importait dans l'univers entier à ce moment précis, c'était d'atteindre sa maison, d'atteindre sa mère, de lui raconter l'incroyable et terrifiante chose qu'il venait de voir, de trouver refuge dans ses bras protecteurs. Il courait vers la sécurité, vers la civilisation, vers la normalité, loin de ce lieu magique et dangereux. Finalement, après ce qui lui sembla être une éternité de course effrénée, mais qui ne fut probablement que quelques minutes, il déboucha du sentier de la brousse et arriva dans le village. Il était complètement trempé de sueur, chaque partie de ses vêtements collait à sa peau. Sa respiration était si forte et rapide qu'il produisait presque des sifflements, haletant comme s'il allait s'étouffer. Son visage était rouge et luisant, ses yeux étaient exorbités, et il avait l'apparence de quelqu'un qui venait d'échapper de peu à une mort certaine. Des griffures sanglantes marquaient ses bras et ses jambes, et des feuilles et des brindilles étaient emmêlées dans ses cheveux. Quelques femmes qui étaient assises à l'ombre devant leur maison, occupées à trier des haricots ou à éplucher des légumes, levèrent les yeux avec surprise et inquiétude en le voyant passer en trombe. Leurs mains s'arrêtèrent dans leur travail, leurs yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'une d'elles, mais Chitty ne s'arrêta pas pour répondre. Des enfants qui jouaient tranquillement dans le sable près d'une maison, construisant de petites structures avec des bâtons et des cailloux, s'arrêtèrent net dans leur jeu et se tournèrent pour le regarder passer, leurs petites bouches ouvertes de surprise. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un courir si vite et avec une telle expression de terreur absolue sur le visage. Mais J ne s'arrêta pas. Il ne ralentit même pas. Il continua sa course folle à travers le village, soulevant des nuages de poussière, ses pieds martelant le sol dur. Les gens commençaient à sortir de leur maison, alertés par le bruit et l'agitation, se demandant ce qui pouvait bien se passer.
Il courut directement dans la cour de sa maison, passant le portail en trombe si rapidement qu'il faillit le percuter. Sa mère se tenait dehors devant la cuisine, ayant entendu le bruit de sa course effrénée. Elle tenait une grande cuillère en bois dans une main, probablement en train de remuer la nourriture, et elle l'appelait déjà d'une voix forte et irritée, probablement pour lui demander où il était passé. « Chitty, où étais-tu passé » cria-t-elle, son ton mêlant inquiétude et colère. « Viens ici, immédiatement !» Son visage montrait qu'elle s'apprêtait à le gronder sévèrement, peut-être même à le punir pour avoir disparu sans permission. Mais J ne s'arrêta pas devant elle comme il aurait normalement fait, tête basse, s'attendant à recevoir une réprimande ou même une tape. Non, il courut directement vers elle sans ralentir, la percutant presque, agrippant désespérément son pagne coloré avec ses petites mains tremblantes et moites de sueur. Il s'accrocha à elle comme s'il se noyait et qu'elle était sa seule bouée de sauvetage. Ses yeux étaient écarquillés au-delà du normal, les pupilles dilatées de peur, et des larmes commençaient déjà à couler en ruisseaux sur ses joues poussiéreuses, traçant des lignes claires sur son visage sale. Son corps entier tremblait de façon incontrôlable, secoué de spasmes violents. Il essayait désespérément de parler, sa bouche s'ouvrait et se fermait, sa gorge travaillait pour former des mots. « Maman, maman, j'ai vu, tenta-t-il de dire avec urgence, sa voix montant dans les aigus, mais soudainement, étrangement, terriblement, aucun son ne sortit de sa bouche. Chi ouvrit de nouveau la bouche, forçant l'air à sortir de ses poumons, mais le monde avait sombré dans un silence absolu. Il ne pouvait plus entendre la voix paniquée de sa mère, ni les murmures des villageois qui commençaient à s'attrouper. Il porta les mains à ses oreilles, les yeux embués de larmes, terrorisé par ce calme soudain et surnaturel qui l'isolait du reste de l'humanité. Les anciens hochèrent la tête avec gravité. Le verdict tomba comme un coup épais. Les esprits de la rivière avaient volé sa voix et son ouïe. Désespérée, sa mère l'entraîna chez Baba Okoro, le vieux guérisseur dont la case sentait les herbes brûlées et les secrets ancestraux. Le vieil homme, aux yeux perçants comme ceux d'un aigle, savait déjà. « Il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir », dit-il d'une voix caverneuse, tendant un savon noir enveloppé de tissu rouge. « Lave-le ce soir, ou les esprits l'emmèneront pour de bon. » Cette nuit-là, malgré le rituel de purification et les prières en larmes de sa mère qui s'endormit d'épuisement à ses côtés, l'atmosphère dans la petite chambre changea. Une brise glaciale traversa les murs de terre et la sirène apparut dans un coin sombre. Elle ne semblait pas en colère, mais d'une tristesse infinie. D'un geste lent, elle appela Chidi. Le garçon, incapable de résister à cet appel hypnotique, se leva comme un automate. Il voulait crier, réveiller sa mère, mais son corps ne lui appartenait plus. Il prit la main froide de la créature et sortit dans la nuit, laissant derrière lui le monde des vivants. Le réveil de la mère fut brutal. La natte, vide à côté d'elle, hurlait l'absence de son fils. Sa panique déchira la nuit paisible du village. « Chidi! Chidi !» Ses cris réveillèrent les voisins. Les lanternes s'allumèrent une à une, créant des îlots de lumière dans l'obscurité. Mais les recherches furent vaines. Le garçon s'était volatilisé. À bout de force, elle retourna chez Baba Okoro. Le visage du sorcier s'assombrit. « Les esprits le retiennent. Nous devons aller au carrefour des 3 chemins. » Là-bas, sous la lueur blafarde de la lune, Baba Okoro invoqua les forces anciennes. Une silhouette émergea des ombres. La sirène, tenant la main d'un Chidi tremblant et en pleurs. « Laisse l'enfant partir !» tonna Baba Okoro, bien que ses mains tremblassent légèrement. La sirène fixa la mer avec ses yeux brillants comme des étoiles lointaines. Sa voix ne fut pas un son, mais un souffle qui résonna directement dans leurs esprits. « Si tu veux qu'ils parlent et entendent à nouveau, tu dois me donner ta propre voix et ton audition en échange. Une vie pour une vie, un silence pour un silence. » Le temps sembla se figer. Baba Okoro se tourna vers la mère, le regard triste. « C'est ton choix, maman Chidi. » La mère regarda son fils unique, ce petit garçon qui aimait tant le football, dont la vie ne faisait que commencer. Elle n'hésita pas une seule seconde. Elle tomba à genoux dans la poussière, les larmes ruisselant sur son visage fatigué, et cria de toutes ses forces. « Je le ferai. Prends ma voix, prends tout, mais rends-moi mon fils. » La sirène hocha lentement la tête. Elle leva la main, et un vent froid, tranchant comme une lame, traversa la bouche et les oreilles de la mère. Soudain, le monde de la mère s'éteignit.
Le chant des grillons, le bruissement du vent, ses propres sanglots, tout disparut instantanément, remplacé par un silence éternel. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Au même instant, Chidi ouvrit la bouche. « Maman, maman !» Sa voix était claire, forte, vivante. Il pouvait s'entendre. Il courut vers elle, se jetant dans ses bras en pleurant et en riant à la fois. « Maman, je peux parler, je peux t'entendre !» hurlait-il de joie. La mère le regarda, voyant ses lèvres bouger, voyant la joie sur son visage, mais elle n'entendit rien, pas un mot, pas un son. Elle toucha doucement le visage de son fils, essuya ses larmes et sourit avec une tendresse infinie. Elle était prisonnière du silence pour toujours, mais en voyant son fils libre, elle sut que c'était le plus beau des échanges. Elle serra Chidi contre son cœur, bercée par un silence qui n'était plus une malédiction, mais la preuve de son amour absolu.